Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Gloria et serai votre animatrice pour cet épisode. Nous sommes le 12 mai, journée internationale des infirmières et infirmiers. Pour l'occasion, on vous propose cette question essentielle. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'infirmière et infirmier en EMS ? Notre premier invité est Hassan et il nous raconte comment se passe une journée type pour lui en EMS. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans le quotidien d'un infirmier en EMS, parce que c'est un métier qu'on connaît parfois mal et qu'on imagine seulement à travers les soins. En réalité, une journée commence à 7h20 et très vite, le rythme s'installe. On arrive, on prend les informations, on lit les transmissions, on écoute l'équipe de nuit, on repère les priorités, les habitants à surveiller, les situations plus fragiles, et ensuite tout s'enchaîne. Il y a de la préparation des traitements, la vérification des stupéfiants, l'organisation de la salle de soins, puis les passages en chambre. On contrôle les paramètres, on fait les glycémies, les injections, les soins de peau, les collyres, les pansements, on évalue la douleur, on observe beaucoup. On ajuste ce qu'il faut ajuster. Mais ce qui marque vraiment en EMS, c'est que le soin ne se limite jamais aux gestes techniques. Il y a aussi tout ce qu'on apporte dans la présence, un mot, une écoute, une installation confortable, un moment d'échange à table, une attention particulière à une personne plus anxieuse, plus douloureuse ou plus fatiguée. Au fil de la journée, il faut aussi gérer les imprévus, répondre aux appels, faire des transmissions, suivre les dossiers, organiser les transports, préparer les prochaines visites médicales, accueillir les retours d'hospitalisation et coordonner avec nos collègues. Et tout ça pour plusieurs dizaines de résidents avec des besoins très différents. Les soins palliatifs, eux, demandent une vigilance constante tout au long de la journée. On surveille la douleur, le confort, le positionnement, l'état général. Il faut être attentif, disponible et parfois simplement être là avec douceur. Enfin, la journée se poursuit jusqu'au soir avec encore des traitements, des réévaluations, l'aide au repas, l'aide au coucher, les derniers soins, les dernières transmissions, et quand on termine, vers 19h40, on sait qu'on a passé la journée à être à la fois soignant, repère, soutien, coordinateur et une présence humaine. Pour Hassan, l'accent est mis sur l'importance d'une présence humaine et attentive pour assurer le bon déroulement des soins. Ces tâches sont nombreuses et variées, de 7h30 jusqu'en soirée. Pour aller plus loin dans cette thématique, je laisse la parole à Sandra. Elle nous décrit son expérience sur le terrain et sa collaboration entre les différents métiers. On va parler du travail interdisciplinaire parce que c'est un sujet assez passionnant, assez intéressant. Plein de fois, les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine de la santé pensent que voilà, aux CMS, aux hôpitaux en général, pour un professionnel qui travaille là-bas, on pense aux infirmières, médecins, aides-soignantes, mais il y a plus des autres professionnels, des autres secteurs, comme également important aussi, comme ceux qui travaillent dans la cuisine, l'intendant, service à table, les techniciens, les animateurs, et à l'administration, la langue, etc. Sans oublier des intervenants externes, comme par exemple les podologues, la coiffeuse, la pharmacie, dentiste, physio, ergothérapeute. Et on a tous comme objectif, ça c'est sûr, le bien-être du résident à tous les niveaux, soit physique, psychologique et social. Et aussi, on peut comprendre dans cette recherche, dans cet objectif, aussi la famille. Vraiment important de la résidente. Alors, comment réussir à atteindre cet objectif avec la communication entre les plusieurs secteurs? Nous, on peut communiquer de plusieurs façons. Si on a besoin d'une communication rapide, urgente, nous avons notre téléphone à l'interne et à l'externe. On peut communiquer à l'oral, bon, c'est le premier que je veux dire, par email aussi, sur notre logiciel Carfolio. Et aussi, nous avons des autres façons de communiquer. Pas forcément qu'il y a un problème, mais si on veut améliorer, si on veut
changer des choses, si on veut proposer des améliorations. On fait souvent aussi des colloques interdisciplinaires, tous les secteurs, soit des colloques avec les cadres, qui sont normalement des petites colloques avec les cadres de chaque secteur, et après nous transmet toutes les informations, soit sinon avec toute l'équipe selon notre disponibilité et emploi du temps pour parler des situations ou des autres points. Préfère surtout dans les grandes équipes, personnellement nous, comme vient de déménager, on peut avoir souvent des problèmes de communication ou problèmes de ne pas être d'accord entre les secteurs. À quoi se doit ce problème? Un des problèmes, c'est surtout peut-être la manque de connaissances, de compétences et de travail des autres secteurs. Et moi, par exemple, comme infirmière, je connais bien mon travail, mais peut-être pas forcément celui de l'animateur ou de la cuisine. Et bien sûr, c'est aussi la même chose et vice-versa. Donc, il y a aussi parfois, quand il y a des urgences ou quand il y a des choses un peu à la dernière minute, il va y avoir des manques d'informations, des pertes d'informations, des problèmes de communication, surtout que nous, on travaille avec des horaires souvent irréguliers. Donc, l'importance de communiquer, de parler, et pour que tout se passe de la meilleure façon possible. Et comme on avait parlé avant, en agent comme objectif final, comme notre, on va dire, notre mission, on peut dire comme ça, c'est toujours le bien-être des résidents et que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Pour Sandra, l'interdisciplinarité mobilise tous les secteurs autour du bien-être du résident grâce à une communication constante, qu'elle soit informelle ou en réunion. J'aimerais maintenant vous présenter Daniela. Elle va aborder une thématique centrale, sa prise de décision en toute autonomie et son rôle en tant que leadership infirmier. Alors oui, je suis amenée aujourd'hui à vous parler du rôle autonome infirmier et du leadership infirmier. Ces deux thèmes constituent pour moi des piliers essentiels dans ma pratique en EMS, dans l'accompagnement de personnes âgées, souvent atteintes de troubles neurocognitifs. Ils vont me permettre d'évaluer des situations complexes, de mettre en place des décisions de manière autonome et d'assurer une prise en soin adaptée et individualisée à chaque personne. Je commence peut-être par vous expliquer ce que chacun représente. D'un côté, en ce qui concerne le rôle autonome infirmier, il s'exprime plutôt dans toutes les situations où je peux agir de manière indépendante, dans mon champ de compétences, en mobilisant mon jugement clinique sans avoir besoin d'une prescription médicale. D'une autre part, j'ai le leadership infirmier, que c'est plutôt la capacité d'influencer, de guider, de coordonner les autres qui travaillent avec moi pour qu'on puisse atteindre un objectif commun. Pour mieux comprendre avec quelques exemples de ma pratique et commençant par le rôle autonome infirmier qui se manifeste d'abord par l'évaluation globale du patient. Par exemple, lors de la surveillance clinique, je suis amenée à identifier des signes d'aggravation ou des changements de l'état clinique, même que parfois très subtils. Et face à ces observations, je prends des décisions assez rapidement, comme par exemple mettre en place certaines surveillances, adapter la fréquence de surveillance, mettre en place des mesures de sécurité ou faire le lien avec le médecin si nécessaire. Je prends également des décisions de manière autonome dans la gestion du confort et du bien-être du patient, comme par exemple dans l'évaluation et la prévention de la gestion des escarres, la prévention de la dénutrition, la gestion de la douleur, le soutien psychologique, avec la mise en place des plans de soins infirmiers avec des interventions bien spécifiques à chaque personne pour qu'on puisse avoir une évaluation à court terme, mais aussi à long terme. Mon autonomie, elle s'exprime aussi dans l'éducation thérapeutique. J'identifie les besoins du résident et même des proches en termes d'information et d'apprentissage et j'adapte mes interventions pour favoriser son autonomie, ce que soit dans la gestion d'un traitement ou de la connaissance concernant une maladie chronique. Donc tout ça, c'est des exemples concernant le rôle autonome infirmier. Maintenant, je vous parle des exemples du leadership infirmier et que celui-ci se manifeste plutôt dans ma capacité à coordonner les soins et à travailler en collaboration avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.
c'est de prendre des initiatives, d'organiser des priorités de soins et de veiller à la continuité et à la qualité des prises en charge. J'essaie d'utiliser mon leadership de base dans ma communication en transmettant des informations claires et pertinentes. J'essaie de participer activement aux transmissions et je n'hésite pas à faire entendre mon point de vue lorsque cela est nécessaire pour la sécurité, le confort et l'accompagnement optimisé du patient. Le leadership, en gros, il se manifeste dans une posture professionnelle. Être une personne ressource pour mes collègues, pour les résidents et pour les proches. Et quand je parle d'être une personne ressource, là je vous parle aussi du cas que j'ai pu obtenir, un cas en soins palliatifs, où j'ai eu le plaisir d'approfondir mes connaissances à ce niveau et ainsi pouvoir mettre cela en place dans ma pratique au quotidien. Le leadership il se manifeste dans cette situation, par exemple, quand, je vous donne un exemple très concret, quand on voit et on remarque dans notre évaluation clinique qu'un patient est en baisse d'état général, on peut mettre en place un bilan de soins palliatifs avec l'intervention d'autres secteurs, donc les soins, la cuisine, l'animation, l'intendance, pour que chaque personne, chaque intervenant puisse ramener des pistes d'amélioration en vue d'un accompagnement optimal du patient qui est dans une nouvelle étape de sa vie. Pour vous donner un exemple très concret aussi du leadership, mais plutôt dans l'organisation au quotidien dans nos équipes, imaginons que l'équipe de soins remonte une problématique d'organisation dans les groupes du travail. Moi, je mets en place des temps d'échange en groupe, lors des colloques de soins par exemple, et je permets à chaque collègue qu'il puisse exprimer son besoin et qu'ensemble, on puisse établir une proposition d'amélioration. Ceci me permet de mettre en place une écoute active, impliquer les soignants dans l'organisation, les responsabiliser dans la résolution de problèmes et ainsi pouvoir favoriser leur adhésion, leur engagement, les valoriser, mais aussi créer et renforcer notre lien de confiance. Et ça, la confiance établie au quotidien, pour moi, c'est une des choses les plus enrichissantes dans mon travail. C'est de savoir que nos collègues, nos résidents et les proches sont rassurés de se tourner vers nous, de travailler avec nous, pour nous demander des conseils, de l'aide, et qu'ensemble on puisse construire une véritable équipe. Pour conclure, ces deux dimensions sont indissociables dans ma pratique. Elles me permettent non seulement d'assurer les soins sécuritaires et individualisés, mais aussi de contribuer avec l'équipe à une prise en soin avec du sens. Daniela allie leadership et expertise, notamment en soins palliatifs. Elle est reconnue comme personne ressource. Son objectif est simple: instaurer un climat de confiance pour offrir des soins humains, sécurisés et qui ont du sens. Place à Katharina qui nous parle des perspectives d'évolution en EMS. Je trouve justement qu'en EMS, il y a plusieurs perspectives d'évolution, notamment en raison du vieillissement de la population et de la complexité des situations qu'on trouve au quotidien qui sont souvent liées à des maladies chroniques. Je trouve justement que cette évolution entraîne un besoin croissant au niveau du personnel qualifié et ouvre justement diverses possibilités du développement professionnel. Moi, je trouve de manière globale, on peut dire qu'au niveau de l'évolution autant qu'infirmière, ça s'ouvre en 3 grands axes. Tout d'abord, au niveau de la spécialisation, il est possible de développer une expertise dans certains domaines spécifiques, notamment quand on parle d'un EMS qui accueille une population dans le domaine de la gériatrie ou de la psychogériatrie. Il y a aussi d'autres rôles au niveau, par exemple, infirmière référente, quand on veut justement spécialiser dans certains domaines comme les troubles neurocognitifs, les soins palliatifs, qu'on parle aussi beaucoup dans le cadre EMS, et notamment aussi la douleur ou les plaies, qui sont aussi très importants dans ce domaine de soins. Récemment, il y a eu aussi le rôle de l'infirmière clinicienne qui a été aussi développé. C'est très important parce que ça offre davantage d'autonomie et aussi une participation accrue aux décisions cliniques. Donc, ça fait un peu le lien entre les infirmiers de soins généraux et aussi le médecin. Je trouve aussi qu'il y a aussi cette possibilité au niveau d'évolution hiérarchique, comme c'était justement ma situation à moi, où on peut justement avoir des postes à responsabilité, autant qu'infirmière adjointe ou infirmière chef. C'est aussi enrichissant de pouvoir, par exemple, gérer la gestion d'équipe ou l'organisation des soins et aussi la coordination interdisciplinaire.
Après, il y a aussi, par exemple, l'axe de la formation, notamment les personnes qui ont envie de transmettre les savoirs. Avec l'accompagnement des étudiants, il y a justement des formations qu'on appelle formation praticienne formatrice, le PF, qui contribuent justement au développement des compétences des futurs professionnels. Donc ça, c'est aussi un domaine enrichissant pour certaines personnes qui justement aiment transmettre leur savoir et le savoir-faire. Justement, ces évolutions s'appuient généralement sur des formations complémentaires que nous sont demandées, autant que CAS, par exemple, formation de postgrade, qui permet justement de développer des compétences cliniques et pédagogiques, et notamment managériales, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, je trouve que le parcours professionnel en EMS sont variés et adaptables, permettant à chacun de construire une trajectoire en fonction de ses intérêts, tout en contribuant à l'amélioration continue de la qualité des soins. Selon la vision de Katharina, le secteur des EMS offre une expertise dans des domaines spécifiques liés à la personne âgée, tels que le management ou la formation permettant à chacun d'évoluer tout en améliorant la qualité des soins. Pour terminer, j'aimerais revenir sur l'essentiel. Travailler en EMS, c'est avant tout placer l'humain au centre de chaque décision.